Bonsoir. La semaine dernière, après la conférence de la Verconde, on s'interrogeait avec beaucoup de doutes sur l'applicabilité des accords de cessation des hostilités. On a vu qu'ils ne sont pas rentrés en vigueur le 19 février, même si aujourd'hui, enfin hier plutôt, Amman, John Kerry évoquait la possibilité de reprendre avec la Russie un accord provisoire sur les bases de principes qui avaient été négociés. Entre-temps, hélas, les attentats, les violences, les troubles continuent. 57 personnes tuées dans le double attentat de Homs, 62 dans une série d'attentats proches de Damas, et puis bien sûr l'attentat qui a frappé Ankara, aujourd'hui revendiqué par la branche du PKK. Et donc c'est dans ce contexte de troubles, d'agitation, de difficultés de revenir sur les bases de solutions permettant de sortir de la crise que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Ali Kasantzigil, qui est un spécialiste de la Turquie. Vous le connaissez, il a notamment une longue carrière, après les diplômes universitaires à Sciences Po, à la Sorbonne, etc., une longue carrière comme professeur à la Middle East Technical University d'Ankara, une longue carrière à l'UNESCO, où vous avez été 35 ans, d'abord comme directeur, puis comme secrétaire général du Conseil international. Vous animez la revue géopolitique Anatolie, et c'est le numéro 6 qui vient de paraître, et dans lequel Georges Prevélakis est aussi contributeur. Et puis de nombreux livres, et je ne citerai que La Turquie, d'une révolution à l'autre, qui est paru chez Fayard en 2013. Pour débattre avec vous ce soir, Georges Prevélakis, que vous connaissez bien, professeur à Paris 1, il est membre du comité de pilotage de la chaire, il intervient souvent. Il a eu aussi, lui, une activité diplomatique, notamment en étant représentant permanent de la Grèce à l'OCDE. Et puis, il a évidemment écrit de très nombreuses contributions, notamment sur les questions géopolitiques en Grèce, dans les Balkans, en Europe. Donc nous sommes très heureux de l'accueillir pour cette conférence qui s'organise, je le rappelle, toujours de la manière suivante. Nous donnons la parole à notre invité pour une 45 minutes à peu près, et puis ensuite un débat d'une trentaine de minutes avec l'intervenant, Georges Prevélakis, et puis ensuite les questions de la salle, encore une trentaine de minutes pour parler au fond d'un thème. Vous avez d'ailleurs choisi cette formule qui est un peu provocante, ce titre, La diplomatie turque au Moyen-Orient, les raisons d'un échec. C'est vrai que c'est utile que vous veniez nous aider à comprendre au fond ce qui a pu se passer comme basculement en 10 ans dans cette diplomatie turque, entre, je dirais, cette diplomatie du zéro problème, qui faisait que d'une certaine manière la position de la Turquie était assez favorable, mais plutôt de bas profil, s'entendant avec évidemment ses alliés, son environnement proche, mais aussi n'ayant pas de problème particulier avec l'Iran ou avec Israël. Et puis, à partir des années 2000 et 2013, et notamment des printemps arabes, une politique qui bascule, une politique d'une Turquie plus engagée, mais en même temps beaucoup plus controversée, que l'on retrouve aujourd'hui, j'allais dire, dans ce bourbier syrien, ou en tout cas dans ce chaos syrien, menant à la fois des opérations, ayant aussi son agenda diplomatique par rapport à l'agenda de ses alliés, puisque nous l'avons déjà dit ici, en Syrie, tout s'accumule, à la fois par la Chine, la présence de toutes les grandes puissances membres permanents du Conseil de sécurité, et puis l'ingérence ou l'interférence ou l'action de puissances régionales, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite. Eh bien, je vous passe la parole pour évoquer le sujet que vous avez choisi de traiter ce soir. Merci, monsieur le professeur Gauthier. Je vais essayer d'être aussi clair et concis que possible sur cette affaire
extrêmement complexe. D'ailleurs, on voit bien, tous les jours, il y a des développements et finalement, la Syrie, la crise syrienne devient en quelque sorte la métaphore d'un ordre mondial déboussolé, qu'on appelle maintenant apolaire. Il n'y a pas de pôle et c'est un ordre mondial qui est flasque, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de perspective. Et la Syrie, chaque jour qui passe, prend une dimension, la crise syrienne, une dimension internationale. Alors, moi, mon thème, c'est la politique moyen-orientale de la Turquie et son échec. Il y a deux phases, finalement, dans cette... si je me place, sur la longue durée, un peu plus longue durée, je dirais qu'il y a eu d'abord la domination de l'Empire ottoman pendant 3 siècles, entre le XVIe et le début du XXe. Ensuite, il y a eu la République turque qui est l'État successeur, qui a tourné complètement le dos au Moyen-Orient sous Mustafa Kemal Atatürk. Donc c'était une politique étrangère totalement axée sur l'Occident. Et ensuite, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les menaces de l'URSS sur le territoire turc ont conduit le gouvernement turc à se placer sous la protection américaine à travers la doctrine Truman en 1947, et puis à rentrer en 1952 dans l'OTAN. Et aussi, la Turquie était un pays membre fondateur du Conseil de l'Europe. Et puis, à partir des années 1960, il y a eu un rapprochement avec la communauté économique européenne de l'époque. D'abord un accord d'association en 1963, ensuite en 1996 il y a eu un accord d'union douanière, et depuis 2005 il y a des négociations d'adhésion qui ne sont pas en bon état. L'issue est pour le moment incertain. Enfin, il y a quand même ce rapprochement vers l'Occident. Et pendant la guerre froide, maintenant je reviens à ma région, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Pendant la guerre froide, la politique étrangère turque vis-à-vis du Moyen-Orient était dictée par les priorités de l'OTAN, mais surtout des États-Unis. Et finalement, les États-Unis, ce que les États-Unis voulaient dans les années 50, 60 au Moyen-Orient, dans les pays arabes, etc., c'était d'entraver la montée en puissance des nationalismes arabes, Nasser, Baas, etc. Et la Turquie jouait un rôle donc pro-américain. De ce fait, bien sûr, le prestige, l'image de la Turquie n'était pas excellente dans la région. Et puis, il y a eu aussi des développements en Turquie. C'est que la Turquie, pendant longtemps, la République turque a été une économie fermée, une société un peu fermée vers l'extérieur. À partir des années 1980, il y a eu des réformes économiques. La livre turque est devenue convertible, les barrières douanières ont été enlevées, etc. Et puis l'économie turque est devenue une économie qui est passée du stade d'une économie de substitution des importations à une économie tirée par les exportations. Alors du coup, ça a quand même donné un coup de fouet à l'économie turque, et peu à peu, la Turquie est devenue, dans les années 2000, ce que j'appellerais une puissance moyenne dans la région, et avec une économie donc assez dominante dans la région aussi. Finalement, il n'y a qu'Israël qui était plus avancé économiquement dans la région que par rapport à la Turquie. Et alors, ce qui s'est passé aussi, en 2002, il y a eu une espèce de tremblement de terre dans cette République laïque. Un parti issu de l'islam politique turc a gagné les élections et a créé un gouvernement. Ils avaient la majorité absolue au Parlement. Et ce gouvernement a adopté une nouvelle diplomatie, une nouvelle politique étrangère, beaucoup plus, disons, plus autonome, plus émancipée par rapport aux Américains, par rapport à l'OTAN. Cela a créé pas mal d'inquiétudes dans les chancelleries occidentales, parce qu'on ne savait pas où allait ce parti.
Mais finalement, dans la première phase de ce parti, la Turquie a vécu une de ses périodes les plus brillantes. Entre 2002 et 2008-2010, il y a eu non seulement un développement économique parfois à la chinoise, avec des scores très élevés, le PIB par habitant a été multiplié par 3, la Turquie est devenue la 15e économie du monde, elle fait toujours partie du G20, et donc c'était une période brillante en quelque sorte, et la politique étrangère était fondée sur une doctrine théorisée, enfin une politique étrangère, une diplomatie théorisée par un professeur de relations internationales, Ahmet Davutoğlu, qui a donc construit un modèle fondé sur deux concepts, la profondeur stratégique et les cercles concentriques autour de la Turquie. Alors la profondeur stratégique, ça renvoyait à l'histoire, à la géographie, etc. Et les cercles concentriques, c'était les pays autour de la Turquie. Et les pays les plus intéressants pour la Turquie, c'était les premiers cercles, et puis ça allait jusqu'au plan international, et que la Turquie devait donc mener une politique étrangère multidirectionnelle, aussi bien sûr au Moyen-Orient, vers l'Europe, vers les États-Unis, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, etc. Donc c'était un modèle très ambitieux. Et puis il y avait aussi deux slogans, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui caractérisaient cette diplomatie. C'est d'une part le zéro problème avec les voisins, et d'autre part la puissance douce, le soft power. Et pendant cette période-là, ça a fonctionné à peu près, ça a fonctionné, et il y a eu un effort, un activisme de la part de la diplomatie turque en termes de conciliation, de médiation. Il y a eu par exemple cette médiation entre Israël et la Syrie sur le Golan. Et il y a eu comme ça entre le Fatah et Hamas chez les Palestiniens. En Irak, entre les trois communautés, les chiites, les sunnites, les kurdes. Même en Afrique aussi, ils ont fait des médiations et des conciliations. Alors, ils ont même poussé son zèle jusqu'à essayer de concilier, d'être un médiateur dans les négociations sur le nucléaire iranien avec l'Iran et 5+1, les membres du Conseil de sécurité et l'Allemagne. La Turquie a proposé de garder chez elle une partie de l'uranium enrichi iranien. Eh bien, la Turquie a été renvoyé à son coin par les Américains et les autres. Ça a fait d'ailleurs pas mal de discussions en Turquie. Les gens le gouvernement se sont humiliés, etc. Et alors, par contre, pendant ce temps-là, au Moyen-Orient, le prestige de la Turquie était à son zénith. C'est-à-dire que dans tous les pays arabes et dans la société iranienne aussi, il y avait une espèce d'admiration pour la Turquie, qui était une société très majoritairement musulmane, comme toutes les sociétés par Israël, de toutes les sociétés de la région, mais qui réussissait économiquement, qui réussissait diplomatiquement et qui allait de l'avant. Et il y a eu aussi quelque chose de très intéressant dans cette relation qu'on peut appeler une géopolitique de l'image ou des images. C'est-à-dire que les séries turques qui donnaient bien sûr une image moderne, améliorée, un peu idéalisée de la Turquie, ont eu un succès inimaginable dans les pays, dans les familles arabes, etc. Donc il y avait aussi un effet comme ça culturel qui contribuait au succès, au prestige de la Turquie dans la région. Et en 2010, le Premier ministre Erdogan a fait une tournée dans plusieurs pays, dans le Machrek et dans le Maghreb, et ça a été une tournée triomphale, il a été applaudi partout. Donc, tout ça allait très bien avec dans les régions.
On peut dire que, d'après ce que j'ai lu, enfin, les 50% des populations dans les sondages dans des pays arabes souhaitaient pour leur pays un dirigeant comme M. Erdogan. J'imagine qu'aujourd'hui, ils ont dû changer d'avis. Mais enfin, on verra ça après. Bon. Et puis alors, vers 2010-2011, alors comme ce qui se passe en politique intérieure, extérieure, c'est toujours très lié, on a commencé à assister à la fin du modèle turc, parce qu'il y avait cette étiquette sur la Turquie, un peu emphatique, un petit peu exagérée, mais enfin, le modèle turc pour tout le Moyen-Orient. Alors, on a commencé à assister à une dégradation simultanée à la fois du régime démocratique, la dérive autoritaire de M. Erdogan à partir de 2010-2011, et aussi de la politique moyen-orientale. Alors, ce cycle régressif s'est caractérisé par donc, la domination de ce leader charismatique et autoritaire qui a commencé à instrumentaliser sa politique extérieure à des fins de politique intérieure. Et cela, évidemment, a beaucoup, disons, dégradé l'image de la Turquie. Alors, et puis, il y a eu une autre séquence intéressante. L'AKP, le parti au pouvoir, le parti d'Erdogan, avait gagné toutes les élections législatives depuis 2002, de 2002, 2007 et 2011, chaque fois très largement, avec une majorité absolue au Parlement. Et M. Erdogan en était arrivé à rêver d'un régime présidentiel pour lui. Dans un pays comme la Turquie où la séparation des pouvoirs est faible, évidemment, c'était une bonne recette pour la dictature. Et d'ailleurs, l'opinion publique était contre. Et alors, il y a eu des élections en 1915, c'est comme tous les 4 ans. Et le 7 juin 2015, l'AKP est arrivé en tête toujours, mais le parti d'Erdogan a perdu sa majorité absolue. Donc c'est une majorité relative. Alors cela a beaucoup contrarié Erdogan, et il a curieusement, la Constitution prévoyait des élections 45 jours après s'il n'y avait pas de coalition. Alors Erdogan a paralysé toutes les tentatives de coalition et il y a eu les élections le 1er novembre. Mais entre le 7 juin et le 1er novembre, il y a eu 3 attentats en Turquie, commis par les djihadistes de Daesh. Et là, évidemment, il y a une responsabilité, on va y venir, mais c'est parce que Erdogan s'était rapproché de Daesh pour que Daesh lutte contre les Kurdes en Syrie, etc. Et du coup, il y avait des cellules de Daesh en Turquie. Il y a eu 3 attentats importants. Il y a eu donc des tensions dans le pays. Il y a eu une crainte de la part des électeurs qu'on revienne aux années 80-90 à la guerre entre le PKK et l'État turc. Et du coup, il a retrouvé sa majorité absolue le 1er novembre 2015. Et puis, donc, encore une fois, ce mélange, ces interactions entre les préférences personnelles du président en politique intérieure et la politique extérieure étaient extrêmement gênants pour la diplomatie turque. Alors, ce qui s'est passé plus tard, donc, c'est maintenant, j'en arrive à la crise syrienne. Donc là, je peux dire en entamant cette question que la gestion de la crise syrienne par le pouvoir a été absolument calamiteuse. C'était épouvantable. Je vais donner des exemples, je vais expliquer. Et parce que à l'époque, dans les années 2003, 2004, 2005, Erdogan tenait à se rapprocher de la Syrie, avec laquelle les relations ont toujours été tendues entre la Turquie et la Syrie. Les Syriens n'ont jamais accepté que la puissance mandataire, en 1939, la France, donne à la Turquie le Sancak d'Alexandrite. Aujourd'hui, c'est Hatay. Donc, il y avait toujours cette tension et tout. Donc, Erdogan, comme symboliquement, voulait
avoir de très bonnes relations avec Al-Assad, il y avait aussi un côté sectaire, c'est-à-dire que la Turquie, c'est une population sunnite, la Syrie est dirigée par des Alaouites, c'est une hétérodoxie issue du chiisme, et donc Erdogan voulait montrer que la Turquie n'était pas sectaire, et voulait s'entendre avec les chiites, etc., etc. Et donc c'est ça. Et puis il avait aussi une idée, il voulait commencer par la Syrie, étant donné, disons, la supériorité économique de la Turquie dans la région, il voulait créer une zone de libre-échange autour de la Turquie dans la région pour pouvoir exporter plus facilement, etc. Alors, cette initiative, en 2003, 2004, 2005, a fonctionné à peu près. Et puis, sont arrivées les manifestations de mars 2011 en Syrie. Erdogan a conseillé à Assad de faire des réformes démocratiques pour calmer le jeu. Il n'a pas été écouté. Et à partir de là, les relations donc, entre la Syrie et la Turquie se sont détériorées de nouveau. Et pour Erdogan, il y avait le problème kurde. Il faut bien voir que Erdogan a fait, à mon avis, l'erreur stratégique de voir la crise syrienne exclusivement à travers la question kurde. Quelle était en quelque sorte son obsession? C'est que en Turquie, il y a donc le PKK, ce parti en même temps guérilla qui défend les Kurdes depuis les années 80, et que l'État turc et le PKK étaient en guerre continuellement depuis les années 80. Et les Kurdes de Syrie avaient aussi leur parti, le PYD, et aussi des milices de ce parti, les PYG, qui étaient et qui sont des émanations du PKK. Donc, dans la logique d'Erdogan, s'il laissait faire, un jour ou l'autre, les Kurdes turcs et les Kurdes syriens allaient s'entendre ensemble pour créer un État kurde comprenant le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, parce que la région kurde court le long de la frontière turque, tout au long jusqu'à la Méditerranée presque. Donc, il était donc très gêné, très inquiet de ce problème, et il a quand même pris une initiative valable et intéressante pour une fois. C'était en fin 2012. Il a commencé à négocier un règlement négocié, donc pacifique, démocratique de la question kurde en Turquie avec le chef historique des Kurdes, Abdullah Öcalan, qui est en prison à vie. Et donc, ces négociations ont commencé en fin 2012. Et c'était une très bonne chose. Les dirigeants du parti kurde syrien sont venus plusieurs fois à Ankara, mais chaque fois ils sont repartis, il n'y a pas eu d'accord, je ne sais pas pourquoi. Et donc, Erdogan était toujours très gêné. Et d'un seul coup, après les élections, donc pas perdues, mais enfin l'élection dans laquelle il avait subi un revers en 2015, le 7 juin 2015, il a, pendant ces attentats Daesh, donc le 7 juin et le 1er novembre, pendant cette période, d'un seul coup, sans raison valable, il a déclaré qu'il interrompait les négociations sine die et il a commencé à attaquer le PKK. Alors, son excuse était le suivant. Ces 3 attentats entre les 2 dates étaient essentiellement, il y a bien sûr des citoyens d'origine turque et kurde ont été tués dans ces attentats, mais essentiellement c'était contre les Kurdes de Turquie, les attentats. Et il y a eu un attentat, le premier attentat était sur la frontière turco-syrienne, une petite ville turque qui s'appelle Souch. Là, il y a eu une quarantaine de jeunes Kurdes, des étudiants d'université, des gens diplômés, etc., qui s'étaient assemblés pour aller à Kobané, vous vous souvenez de l'épisode de Kobané, pour aider à la reconstruction de la ville, puisque les Kurdes avaient chassé le Daesh de Kobané, sans que les Turcs aident d'ailleurs, pas du tout. Alors, ils étaient rassemblés dans un parc, et il y a eu un attentat de suicide, ils sont tous morts.
Et curieusement, il n'y avait pas de policiers ou de gendarmes, etc., qui protégeaient Donc, du coup, le PKK, à mon avis, a fait une erreur. Il n'aurait pas dû faire ça, mais enfin, il y a eu peut-être quelques éléments. Ils ont attaqué à l'est un commissariat de police. Ils ont tué 2 policiers. Alors, Erdogan s'est saisi de ce prétexte qui était finalement pas... Bien sûr, c'est toujours terrible de tuer les gens, mais enfin, c'était pas... Il a commencé la guerre de nouveau, il a recommencé la guerre. Et alors là, ça a été le début de la fin pour la politique, pour la diplomatie turque, de zéro problème avec les voisins, puissance douce, soft power, etc. Tout ça, c'était fini. Et d'ailleurs, c'était un choc terrible pour la société, parce que dans la société, entre fin 2012 et l'été 2015, aussi bien les citoyens d'origine turque que les citoyens d'origine kurde s'étaient habitués, avaient accepté l'idée qu'enfin, on allait régler ce problème. Et même le PKK, qui a toujours lutté pour l'indépendance du sud-est de la Turquie, leur chef historique en tout cas, avait commencé à accepter l'idée d'une large autonomie au sein de la République. Donc ça allait très bien, et il n'a pas hésité un instant à tout ficher en l'air pour gagner les élections du 1er novembre. C'est catastrophique, mais malheureusement, les politiciens font des choses comme ça. Et à partir de là, le rapport de la Turquie à la crise syrienne a dérapé aussi, parce que la seule chose que Erdogan voulait faire, c'était pas du tout arrêter les combats, etc., chasser Assad et lutter contre les Kurdes syriens. Et comme pour lutter contre les Kurdes syriens, il a eu la très brillante idée de collaborer avec Daesh, qui était bien sûr une imbécilité, parce que ce sont des barbares avec qui on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Et du coup, il y a eu, j'en parlais tout à l'heure, 3 ou 4 000 djihadistes, d'après les médias turcs, qui se sont établis en Turquie. Il y avait des cellules, etc. Ils ont commis donc ces attentats. Et ça n'a servi à rien, puisque les Kurdes ont battu les Daesh. Les Américains, voyant que les Kurdes étaient de bons combattants, ils ont commencé à les aider. Ils ont envoyé même des instructeurs, etc. Ils donnent des armes, de l'argent. Et donc... c'était d'ailleurs un petit peu, on les comprend, mais c'était un peu contradictoire, puisque pour les États-Unis et pour l'Union européenne, le PKK est une organisation terroriste. Et du coup, comme le parti syrien est une émanation du PKK, les Américains soutenaient les terroristes, entre guillemets. Enfin, on les comprend, remarquez. Mais enfin, c'est vraiment comme il avait dit, hein, le grand Charles. L'Orient compliqué. On ne s'en sort pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Alors, et donc, l'approche vers la crise syrienne est complètement irrationnelle. Cette compromission avec Daesh, l'attaque contre les Kurdes de Syrie. Pourquoi ? Parce que les Kurdes syriens avaient fait un accord, une espèce de deal avec Al-Assad au début de la crise syrienne, contre la promesse d'une autonomie de leur territoire. Ils s'étaient entendus, ils avaient accepté de ne pas participer à ce qu'on appelle l'opposition modérée qui lutte contre Assad et qui est soutenue par la Turquie. Enfin, les Kurdes, on peut les comprendre, parce que dans ce Moyen-Orient qui est né de l'accord Sykes-Picot en 1916, les Kurdes c'est la seule grande nation, le grand peuple qui n'a pas eu d'État. Ils ont toujours été marginalisés, ignorés, aussi bien par les colonisateurs, la France, l'Angleterre, que la Turquie. Donc, on comprend qu'ils fassent un peu un accord avec le diable, avec le monstre Assad, on les comprend. Mais Erdogan aurait dû comprendre ça aussi, mais il en est loin. Donc, les djihadistes en Turquie, j'en parlais, ont eu aussi une autre fonction.
Erdogan avait subi un revers le 7 juin 2015 dans les élections législatives à cause d'un nouveau parti kurde qui s'appelle le parti démocratique des peuples, dirigé par un jeune avocat kurde, turc kurde, très charismatique, très brillant, avec un programme extrêmement démocratique qui défendait aussi bien les Kurdes que toutes les minorités, les droits des femmes, etc., et qui se présentait comme un parti kurde, mais au sein de la République turque. Alors ce parti a eu un succès fou. Pour la première fois, un parti kurde a dépassé le barrage de 10% qu'il faut dépasser pour entrer au Parlement en Turquie. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le revers d'Erdogan. Donc il a commencé à attaquer ce parti, il a donc relancé la guerre. Tout ça, c'est pour des raisons électorales, pour son agenda personnel. Finalement, le zéro problème, c'était fini. La puissance douce, c'était fini aussi. Et on peut dire que la doctrine d'Avutoglu était aussi finie, c'était déconstruit, à la fois pour ces raisons-là que j'ai expliquées, et puis aussi, il faut bien dire que la doctrine d'Avutoglu il avait construit ça tout à fait à la fin des années 1990, son livre est paru en 2001, c'était un monde multipolaire. Or, actuellement, le monde est apolaire, donc, et l'objectif de sa doctrine, c'était de faire de la Turquie un pôle, un centre, un des centres dans le monde, un peu comme, je ne sais pas moi, c'était évidemment un peu un idéalisme un peu fou, mais enfin, c'était ça. Et dans un monde apolaire, il n'y a pas de pôle, il n'y a pas de centre, et donc c'est à tous les niveaux. Cette doctrine est devenue obsolète. Et puis, il y a eu maintenant aussi, je viens à la période encore plus récente, il y a eu le facteur russe. C'est-à-dire que les Russes, donc Poutine, s'est engouffré en Syrie, il a commencé à bombarder, etc. Et les avions russes, parce que vers la Méditerranée, la frontière turco-syrienne est assez compliquée, etc. Alors pour aller donc bombarder entre Alep et la frontière turque, c'est assez étroit. Et les avions russes, plusieurs fois, ont violé l'espace aérien turc. Et le 4e ou 5e fois, les Turcs ont abattu un bombardier. D'ailleurs, l'OTAN a confirmé que c'était des Vélorussiens, mais enfin, ce n'était pas une raison pour attaquer l'ours russe. Ce n'était pas une raison suffisante. Mais enfin, c'était fait. Alors, du coup, maintenant, Poutine en veut à la Turquie. Et c'est une nouveauté qui n'est pas une bonne nouvelle pour M. Erdogan et la diplomatie turque. C'est que le PYD, le parti syrien, kurde syrien, a ouvert une représentation à Moscou. Donc, comme le PYD est une émanation du PKK, c'est donc aussi une représentation du PKK. Donc, du coup, les Kurdes turcs et les Kurdes russes sont maintenant les protégés de M. Poutine. Et comme M. Poutine ne porte pas tellement M. Erdogan et la Turquie dans son cœur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne veux même pas imaginer ce qui va se passer, mais enfin, c'est très, très embêtant. Et alors, côté turc, Erdogan ne se calme pas non plus, parce que il y a cette zone entre la frontière turque et le nord de Alep. Là, il y avait une route qui était la seule route qui reliait Alep à la Turquie, et le flux des réfugiés vers la Turquie passait par là. Ils sont maintenant 2,7 millions, 2,8 millions, et bientôt ils vont être 3 millions, parce que les bombardements russes les font fuir. Et je dois dire que les réfugiés, c'est la seule action favorable, positive, constructive de la Turquie dans cette affaire.
ils font des efforts pour d'après le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, les campements sont corrects. Évidemment, ils ne peuvent pas mettre 2 millions, 3 millions de personnes dans des campements. La plupart sont dans des villes et tout ça. Maintenant, la Turquie a accepté qu'ils entrent sur le marché de travail, qu'ils puissent travailler. Enfin, ils font des efforts pour ça, c'est le côté constructif. Mais c'est vrai que cette région était importante pour la Turquie pour gérer les flux. Or, depuis l'arrivée des Russes qui bombardent cette région, les Kurdes ont participé aussi, la Turquie est exclue de cette région. Et Erdogan, dans un premier temps, il a commencé à dire, avec les Saoudiens, nous allons envoyer des troupes terrestres. Évidemment, c'était la folie, parce que si la Turquie entre en Syrie sans l'autorisation du gouvernement actuel, Assad, elle devient agresseur. C'est un pays agresseur. À ce moment-là, l'OTAN ne peut plus aider la Turquie. L'article 5 de l'OTAN, c'est pour les pays agressés. Et à ce moment-là, Erdogan allait rester tout nu, tout seul, face à Poutine. C'était pas bon. Heureusement que les Américains, je crois, sont intervenus. L'état-major turc aussi a résisté, je crois, d'après ce que j'ai lu dans la presse turque. Ils ont exigé, pour bouger, qu'il y ait une décision dans ce sens du Conseil de sécurité et un accord des Américains. Donc, comme il n'y a pas ça ne bouge pas pour l'instant, mais il a toujours les bombardements continuent encore sur la frontière, mais des troupes, non. Alors, j'en viens à la fin. Donc, l'attentat du 17 février 2016 à Ankara est finalement un peu le résultat des turpitudes de M. Erdogan. Il a été revendiqué par un petit groupe de jeunes Kurdes très radicalisés qui s'appellent les Faucons du Kurdistan. Et ce sont des jeunes qui ont quitté le PKK parce qu'ils trouvaient le PKK trop modéré. Donc, qui ont fait ça, d'après ce qu'on dit. Mais, enfin, en tout cas, cet attentat montre encore une fois qu'il faut vraiment arrêter cette guerre avec les Russes et faire la paix. Alors maintenant, peut-être ce gouvernement le fera, je n'en sais rien, ou un autre gouvernement, mais je vais faire une réflexion un peu utopique peut-être. Il faut absolument faire cette paix. Mais même une paix de ce genre pourrait ne pas durer tant qu'il n'y a pas une transformation radicale de l'État turc. Parce que l'État turc a été créé au début de la République, c'est un État jacobin, très centralisateur, qui domine la société, qui est même méfiant vis-à-vis de la société. Juste pour illustrer cela, il y a eu un coup d'État en Turquie en 1980, un général qui dirigeait ça, M. Dejan Evren. Quand les journalistes ont demandé « Mais pourquoi vous avez fait le coup d'État ?» Il a répondu « Nous avons fait ce coup d'État pour protéger l'État contre la société. » Alors c'est ça la logique, vous voyez, bon, c'est quand même extraordinaire. Donc il faut que cet État, ça a beaucoup changé bien sûr. Il y a eu aussi des hommes d'État prévoyants qui ont par exemple, comme Turgut Özal dans les années 1983 à 93, qui avait proposé à l'époque un débat sur la transformation de l'État turc en un État fédéral. Mais ça n'a pas marché. Mais c'est une solution à long terme, c'est pas pour aujourd'hui, mais enfin, il faut qu'il y ait un débat en Turquie là-dessus. Il faut faire une sorte d'ingénierie institutionnelle, c'est mon avis, sur la longue durée, de manière à ce que l'État turc se transforme en un État fédéral ou régionalisé, selon l'expérience des Allemands ou des Espagnols, etc., et avec une large autonomie pour la région kurde et pour d'autres régions aussi. C'est une possibilité. Ça, peut-être, ça pourrait permettre à la Turquie de sortir, de quitter, de se débarrasser de ces démons et de sortir de cette espèce de balancier. Pendant quelques années, ça va très bien, ensuite ça va très mal, la démocratie avance, la démocratie recule, enfin, il n'y a pas de stabilité, et je pense que
il faut un petit peu réfléchir sur ce genre de transformation dans le pays. Voilà, je crois que j'ai pas dépassé mon temps. Non, c'est parfait. Merci beaucoup.